Dans les annales obscures du crime américain, un nom plane comme un spectre sur le monde souterrain. Les Gambino. Aucune famille n'a gravi les sommets avec autant de férocité. Impitoyable, opulente et marquée par la trahison. Tout a commencé avec Carlo Gambino, un homme façonné par les artères de New York. Son esprit, un labyrinthe de stratagèmes plus tranchants qu'un stylet. Sa volonté, inébranlable, comme du fer forgé dans les feux des vendettas siciliennes. Tandis que les mers défilaient, son empire prospérait dans le silence. Un marionnettiste tirant des ficelles qui se terminaient dans le sang. Pourtant, le plus grand mystère n'était pas son pouvoir, mais comment il a échappé à 1000 lames prêtes à s'abattre sur lui. Son héritier, Paul Castellano, était un roi sans couronne, un PDG dans un monde de lames de rasoir. Des hommes qui avaient gravé leur nom dans les balles et les ecchymoses observaient avec mépris un trône occupé par un homme qui sentait l'eau de Cologne, pas la poudre à canon. Puis vint John Gotti, un contraste frappant avec Castellano. Charismatique et flamboyant, Gotti recherchait les projecteurs. Ses costumes impeccables et sa personnalité audacieuse en firent une star des tabloïds, tandis que son ascension fut aussi rapide qu'impitoyable. Mais son arrogance lui fut fatale. Son mode de vie ostentatoire attira une attention incessante des forces de l'ordre, précipitant sa chute et le déclin de la famille. Du silence stratégique de Gambino à la bravade imprudente de Gotti, l'héritage de la famille Gambino est une étude de contraste. Un rappel que même les empires les plus puissants peuvent s'effondrer sous le poids de leurs propres choix. Au début du XXe siècle, dans les rues tortueuses de Palerme, perle de la Sicile, on croisait des personnages élégamment vêtus, se déplaçant à bord de calèches sophistiquées. Bon nombre de ces hommes élégants appartenaient à la mafia, également connue sous le nom de Société d'honneur, une confrérie criminelle qui utilisait des codes d'honneur, des millions de lire et surtout, la violence pour contrôler tous les aspects de la vie quotidienne. Ces soi-disant de respect faisaient la loi depuis des siècles. Il n'est donc pas surprenant que Palerme ait vu naître de nombreux puissants parrains de la mafia. Le 24 août 1902, naquit un garçon qui allait un jour bâtir l'empire criminel le plus puissant du monde. Son nom était Carlo Gambino. Issu d'une famille aisée et influente au réseau solidement ancré, Carlo baigna dès son enfance dans un environnement marqué par les ramifications de la Cosa Nostra. Plusieurs membres de son cercle familial ou social appartenaient à cette organisation clandestine, façonnant son quotidien sous leur aile protectrice. Il grandit dans un quartier où la mafia exerçait un règne sans partage, au point que les forces de l'ordre policiers comme militaires se voyaient contraints de renoncer à y pénétrer, témoignant de l'emprise absolue du crime organisé sur ces rues. Comme les autres de son âge, le jeune Carlo admirait les anciens de la mafia. Ces hommes de respect avaient tout ce qu'un homme pouvait désirer. Le pouvoir et l'argent. Ils étaient traités comme des rois. Dans son adolescence, Carlo les regardait arpenter les rues de la ville, habillés de costumes impeccablement taillés. Tous les hommes ôtaient leurs chapeaux en leur présence, et les femmes leur faisaient la révérence en baisant leurs mains. L'homme qui impressionna le plus le jeune Carlo fut le chef de la Société d'honneur, et l'un des hommes les plus puissants de Sicile, Don Vito Cachoferro. Doté d'un charisme magnétique et d'un courage inébranlable, Don Vito possédait une intuition criminelle que Carlo admirait profondément. Il avait élevé l'art de l'extorsion à un niveau supérieur. Alors que les mafieux précédents pillaient et détruisaient les commerces qui refusaient de coopérer, Don Vito y vit une opportunité bien plus grande. En exigeant des frais modérés pour la protection de la mafia, les commerçants pouvaient exercer leur activité sans crainte, tant qu'ils versaient leur part à Don Vito. En voyant tout ce qui se passait autour de lui, Carlo brûlait d'envie de participer à l'action. Il quitta l'école durant son adolescence et, en s'appuyant sur les contacts de sa famille, décrocha un emploi d'homme de main pour Don Vito.
Lorsqu'un commerçant tardait à payer la taxe de protection, Carlo réglait le problème en lui organisant un petit accident. Pour un jeune criminel, l'apparence de Carlo n'avait rien de menaçant. Il ne mesurait qu'1,70 m, avait une corpulence moyenne et ne se pavanait pas dans des costumes élégants. Son seul trait intimidant était son nez proéminent, ressemblant à un bec de faucon. Il arborait également un sourire malicieux, qui devint sa marque de fabrique. Carlo était timide et réservé, mais il vivait selon un credo qui le mènerait au sommet d'un empire criminel. Écoute-moi bien. Pour survivre dans ce monde, faut être moitié lion, moitié renard. Le renard, il sent les coups fourrés à 10 km. Et le lion, lui, il rugit tellement fort que les chacals y font dans leur froc. Tu mixes les deux, capot. Et là, t'es intouchable. Carlo prouva à Don Vito et aux autres hommes de respect qu'il était à la fois un lion et un renard. Il exécutait tous leurs ordres avec une efficacité impitoyable et une ruse calculée. Dès son jeune âge, il était réputé pour sa grande ruse, une qualité que l'on désigne en Italie par le terme furberia, l'intelligence nécessaire pour orchestrer des crimes majeurs. À l'âge de 19 ans, les efforts et le travail acharné de Carlo furent récompensés par une intronisation officielle dans la société d'honneur. Mais désormais, des événements en dehors de Palerme allaient façonner sa vie. Au début des années 1920, le fascisme gagnait en popularité à travers l'Italie. Son leader, Benito Mussolini, tolérait à peine la société d'honneur. Donc, l'un de ses objectifs était de détruire la mafia. À l'époque, de nombreux jeunes mafiosi étaient convaincus que l'avenir en Sicile était sombre. Ils finiraient inévitablement en prison. Quant à ceux qui avaient des contacts en Amérique, ils n'hésitaient pas à les utiliser. Carlo, pour sa part, en possédait un grand nombre. Une partie de la famille de sa mère, les Castellano, un puissant clan mafieux, avait déjà émigré à New York. Avec son avenir en Sicile compromis, Carlo tourna son regard vers l'Amérique, où ses parents new-yorkais pouvaient l'introduire à une vie criminelle pleine d'opportunités en or. Ainsi, un jour de novembre 1921, le jeune Carlo fut clandestinement embarqué à bord d'un cargo en route pour l'Amérique. Sa famille avait versé une somme conséquente au capitaine pour qu'il escorte ce jeune homme privilégié à travers l'Atlantique. Un mois plus tard, le navire accosta à Norfolk, en Virginie, avec une cargaison de vin, d'anchois et d'olives. Vêtu de ses plus beaux habits du dimanche, un seul passager descendit lentement du navire. Carlo Gambino, à tout juste 19 ans, était arrivé. Et il fit son entrée comme s'il était le maître du monde. Ce n'était pas un petit gangster miteux. Il fut traité comme un prince aux ambitions princières qui ne laisserait rien ni personne se mettre en travers de son chemin. Juste avant Noël 1921, le jeune Carlo Gambino mit le pied sur le sol américain, déterminé à gravir les échelons de la mafia traditionnelle grâce à son travail acharné et à sa brutalité. Mais Carlo avait un avantage sur les autres gangsters de sa génération. Ses parents américains, déjà membres du florissant monde souterrain de New York, lui louèrent un petit appartement près du front de mer de Brooklyn. Et ils ne perdirent pas de temps pour l'initier au racket. C'était l'époque de la prohibition, et le public avait soif d'alcool illégal. Partout en Amérique, le crime organisé assurait l'approvisionnement en alcool et en récoltait les profits. Parmi les bootleggers les plus actifs de New York se trouvaient les premiers cousins de Carlo, les Castellano. Comme de nombreuses entreprises du secteur à cette époque, leur véhicule était en réalité dédié à l'acheminement clandestin de spiritueux. C'est dans ce contexte que Gambino endossa un double rôle. Conducteur habile et à l'occasion, vigile armé. Les rivalités entre gangs de bootleggers étaient telles que les vols de cargaison entre réseaux concurrents exigeaient une protection rapprochée, transformant chaque trajet en mission à haut risque. Alors que Carlo s'enfonçait davantage dans les méandres du crime organisé, il fut présenté à Joe the Boss Masseria, figure incontournable de la pègre new-yorkaise. Ce Sicilien,
représentant de la tradition des hommes d'honneur, régnait sans partage sur un empire clandestin spécialisé dans le trafic d'alcool. Carlo, voyant une opportunité de progresser, se mit à travailler pour lui. Grâce à son sens aigu des affaires et à une organisation hors pair, il devint rapidement indispensable à tous ceux pour qui il travaillait. Mais Gambino était perfide dans l'âme. Il savait que s'accrocher à un seul patron pouvait le condamner à mort face à un gang rival. De plus, son ambition dévorante ne laissait aucune place à une loyauté durable envers quiconque, y compris Joe the Boss. Au début des années 1930, le patron de Carlo était engagé dans une sanglante guerre de territoire contre un rival sicilien de longue date, Salvatore Maranzano. Les jeunes gangsters, dont Carlo, estimaient que ce combat déchirait la mafia de l'intérieur. Parmi les proches de Carlo figurait le redoutable Lucky Luciano, cerveau calculateur et stratège visionnaire. Ce dernier, ambitionnant de redessiner les rapports de force au sein de l'organisation, mit au point un stratagème machiavélique visant à écarter définitivement le chef vieillissant. Bon, on va pas tourner autour du pot. Les vieux cons sont en train de foutre tout en l'air. Leur putain de guerre de territoire, leur code d'honneur à la con. Ça rime à rien. Ouais, c'est une putain de pagaille. Tout ça pour prouver qui a la plus grosse. Exactement. Et pendant qu'ils se branlent sur leur fierté, nous on pourrait se remplir les poches. Mais pour ça, faut faire le ménage. Tu veux dire les descendre? S'ils veulent pas bouger, ouais. Ces fils de pute sont déjà morts. Ils le savent même pas encore. Mais pourquoi t'as besoin de moi? T'as déjà une armée de salopards à tes ordres. Parce que t'es pas juste un bourrin. T'as un cerveau, Carlo. T'es patient, vicieux quand il faut. Et surtout, t'as pas cette putain d'ego qui fait tout foirer. C'est marrant venant du mec qui veut buter son propre boss. Maranzano est un vieux con. Il pense pouvoir me traiter comme un chien. Putain, t'es vraiment un enfoiré. C'est pour ça que je gagne toujours. Maintenant, t'as deux choix. Tu viens avec moi et on devient les maîtres de cette ville. Ou tu restes fidèle à ces cadavres ambulants et tu crèves comme un chien. Si je te suis, je veux ma part. Et pas de promesses en l'air. T'auras ta part. Une montagne de fric. Le pouvoir de vie ou de mort sur n'importe qui. Et personne pour te faire chier. Mais si tu me trahis, je te déterre juste pour t'achever une deuxième fois. Ça marche. Mais si tu me l'as fait à l'envers, je te coupe les couilles et je te les fais bouffer. Voilà pourquoi j'ai besoin de toi. T'as les crocs. Alors, marché conclu? Ouais, marché conclu. Carlo le renard apporta discrètement son soutien au plan de Lucky, s'assurant ainsi une position favorable pour un futur rôle de leader, sans prendre de grands risques. Comme beaucoup à cette époque, son objectif devint simple. S'enrichir le plus vite possible, sans se soucier des anciennes règles et codes de la mafia sicilienne. Le 15 avril 1931, Luciano invita Masseria à déjeuner dans un restaurant de Coney Island. Alors que Lucky s'éclipsa brièvement de la table, 4 hommes armés entrèrent soudainement et exécutèrent Joe the Boss. Avec la mort de Masseria, plusieurs de ces hommes, dont Carlo Gambino, rallièrent le camp du nouveau patron, Salvatore Maranzano. Mais cette alliance ne dura pas longtemps. Maranzano se réjouissait d'avoir à son service ces jeunes voyous intelligents et ambitieux. Mais il ignorait que ces mêmes hommes tramaient déjà son assassinat, avec l'intention de prendre le contrôle total. Et c'est exactement ce qu'ils firent. Sur ordre de Charlie, Maranzano fut abattu et poignardé à mort dans son bureau. Avec sa disparition, une nouvelle génération menée par Luciano prit le pouvoir. Et Carlo avait joué ses cartes à la perfection. Des cartes habilement distribuées par son ami Luciano, qui transforma le monde souterrain en une véritable entreprise, donnant à chaque gang majeur un vote au sein d'un conseil d'administration. Par conséquent, Carlo fut placé sous l'autorité de Vincent Mangano, le puissant patron contrôlant le port de Brooklyn. Depuis cette position stratégique, Carlo commença à tracer son chemin vers la création de son propre empire criminel. Il apprit à gérer divers rackets mafieux, allant du prêt usuraire au jeu de chiffres, en passant par le vol de cargaison. Le talent de Carlo pour les affaires porta rapidement ses fruits. À seulement 29 ans, il fut promu capo, ou capitaine, à la tête de son propre groupe, et l'un des premiers hommes qu'il choisit pour son équipe fut son jeune cousin, Paul Castellano. Fils d'un bookmaker de Brooklyn, Paul était lui aussi issu du monde du crime organisé. Carlo,
ayant appris de première main le déroulement des guerres mafieuses, savait qu'un gangster devait toujours se méfier de ses subalternes. Pourtant, il avait pleinement confiance en Paul, un véritable parent de sang. Ainsi, en passant moins de temps à surveiller ses arrières, Carlo pouvait se consacrer pleinement à planifier son ascension vers le pouvoir. Il ne faisait confiance qu'à ceux qui avaient toujours été à ses côtés. Il érigeait ainsi un cercle restreint autour de lui, dans lequel seuls les véritables membres de sa famille pouvaient pénétrer. Les liens du sang occupaient une place primordiale dans la vie de Carlo, certains affirmant même qu'il y accordait une importance excessive. En 1932, alors qu'il avait 30 ans, il scella ses liens avec la famille Castellano en épousant Catherine, la sœur de Paul. Il est surprenant que Carlo Gambino ait épousé Catherine Castellano, sa cousine germaine, d'autant plus qu'en tant que bon catholique, un tel mariage était normalement proscrit. Cependant, la puissance des Castellano dans la mafia était telle que ce lien de sang ne pouvait être négligé. Ainsi, en se mariant avec elle, Carlo multiplia son pouvoir, réalisant exactement ce qu'il recherchait. Carlo et Catherine s'installèrent dans une modeste maison mitoyenne à Brooklyn, où ils élevèrent ensemble 3 fils et une fille. D'après tous les témoignages, Carlo était un mari dévoué et un homme de famille. Cependant, ni le mariage ni la vie familiale ne purent étouffer son insatiable appétit de pouvoir et d'argent. L'abrogation de la prohibition en 1933 imposa de nouvelles difficultés à de nombreux mafieux, asséchant leurs lucratives opérations de contrebande d'alcool. Mais Carlo découvrit rapidement une nouvelle opportunité de profit dans le domaine de l'alcool de contrebande. En esquivant les taxes, il parvenait à vendre à des prix bien inférieurs à ceux de ses concurrents légitimes, amassant ainsi sa première grande fortune. Cependant, son succès n'échappa pas à la loi. En 1937, il fut condamné pour évasion fiscale liée à une distillerie illégale produisant 1 million de gallons à Philadelphie. Néanmoins, Carlo s'en sortit avec une condamnation assortie d'un sursis. En 1941, alors que l'Amérique entrait dans la Seconde Guerre mondiale, Carlo cherchait déjà à tirer profit du conflit. Dans le cadre de l'effort de guerre, le gouvernement rationna des biens essentiels tels que la viande, le chocolat, les bas en nylon et l'essence, rendant les coupons de rationnement presque aussi précieux que de l'or. Gambino et son équipe mirent alors au point des méthodes ingénieuses pour les dérober et les accumuler. Lorsque le gouvernement commença à sécuriser ses coupons en les stockant dans des banques, Gambino se contenta de soudoyer des fonctionnaires corrompus pour les récupérer. Il ne fallut pas longtemps avant que Carlo réalise son prochain million sur le marché noir. Mais il ne comptait pas s'arrêter là. Carlo voyait des opportunités partout, y compris dans un secteur que peu de mafieux osaient toucher à l'époque, les bars gays. Carlo ne fréquentait pas ces établissements et ne s'intéressait guère à leur ambiance. Ce qu'il comprenait, c'était que de nombreux homosexuels étaient des avocats, des médecins et d'autres professionnels influents. À cette époque, ces personnes étaient bien plus vulnérables au chantage qu'aujourd'hui. Loin de soutenir la communauté, Carlo et son organisation soutenaient avant tout leur propre train de vie. Ils utilisèrent ces bars non seulement comme une source de revenus, mais aussi comme un outil de chantage, extorquant d'importantes sommes d'argent à ceux qui craignaient d'être exposés. Dans les années 1950, Carlo s'était forgé une excellente réputation en tant que gros rapporteur pour la famille du crime Mangano, mais son ascension semblait bloquée. En 1951, son patron, Vincent Mangano, disparut mystérieusement. Beaucoup soupçonnaient Albert Anastasia, le bras droit de Mangano et rival de Carlo, d'être responsable de cette disparition. Surnommé le Seigneur Grand Exécuteur, il était l'un des gangsters les plus redoutés de son époque, dirigeant l'infâme escouade de tueurs à gages connue sous le nom de Murder Incorporated. Bien qu'en 1956 Anastasia ait nommé Carlo comme son bras droit, ce dernier savait qu'il avait peu de chances de devenir le boss par succession naturelle. Tous deux étaient dans la cinquantaine, et il était fort probable qu'Anastasia lui survit. Contrairement à son patron, Carlo Gambino se montrait sélectif dans l'usage de la violence, mais lorsqu'il n'avait pas d'autre choix, il n'hésitait pas à tuer. Déterminé à atteindre le sommet, Carlo conclut qu'Anastasia devait disparaître. Sans détour, il planifia son assassinat. Le 25 octobre 1957,
Alors qu'Anastasia se rendait chez son barbier habituel au parc Sheraton Hotel, en plein cœur de Manhattan, une serviette chaude était posée sur son visage. Soudain, 2 hommes armés firent irruption et lui tirèrent 5 balles, la dernière lui traversant le cerveau. Désormais, plus rien ne se dressait sur la route de Carlo. Il était devenu le boss. Grâce à son intelligence et à sa ténacité, il avait pris la tête de la famille du crime Mangano, et bientôt, il transformerait cette organisation en sa propre dynastie. Did that object just spawn just now when I was mowing the lawn? Or am I completely deranged? À 55 ans, Carlo Gambino avait enfin réalisé son ambition ultime, devenir le boss d'une famille du crime. Après avoir éliminé ses adversaires pour atteindre le sommet, il exploita son pouvoir pour enfreindre la loi et s'enrichir. La famille du crime, qui portait désormais son nom, contrôlait déjà le front de mer de Brooklyn. Mais conscient que l'avenir reposait sur la diversification, Carlo développa ses activités dans divers rackets, notamment les jeux d'argent, la manipulation des appels d'offres dans la construction et même la fraude boursière à Wall Street. En 1962, il consolida son pouvoir en orchestrant le mariage de son fils aîné, Tommy, avec la fille d'un grand patron new-yorkais, Thomas Lucchese. Cette union stratégique permit rapidement à Gambino d'accéder à un autre racket lucratif et résolument moderne. Lucchese se lança dans une activité florissante en détournant le fret de l'aéroport John F. Kennedy, tout en soudoyant les syndicats chargés de sa gestion. Par la suite, il permit à son ami Carlo Gambino de tirer profit de ce racket. Gambino avait réussi à s'infiltrer dans ce qui était désormais le plus grand port d'entrée du pays, et l'argent coulait à flot. Ces hommes corrompaient les employés de l'aéroport afin qu'ils l'informent dès l'arrivée de cargaisons précieuses. Carlo a élargi également son empire criminel en prenant le contrôle d'un autre racket. L'extorsion de l'industrie du vêtement new-yorkaise, responsable de 70% de tous les vêtements vendus aux États-Unis. En infiltrant les petits mais puissants syndicats de camionneurs, Gambino pouvait exiger un pourcentage sur chaque vêtement vendu. Si les entreprises ne payaient pas, leurs marchandises n'atteignaient pas le marché. Fidèle à l'ancienne tradition mafieuse de l'Omerta, Gambino menait ses affaires dans sa maison de Brooklyn en code, afin de contrecarrer toute tentative des forces de l'ordre d'espionner ses réunions. S'il se réunissait avec ses capos dans la salle de réunion de sa maison, pour décider si un individu devait être tué ou non, Carlo se contentait simplement de hocher la tête. Lors des réunions, il s'exprimait très rarement, ce qui rendait son filage particulièrement ardu. Sa grande perspicacité, véritable clé de sa réussite, transparaissait dans chacune de ses décisions. Carlo gardait également un profil bas dans sa vie personnelle. Malgré toute sa richesse et son pouvoir, il menait une existence modeste, évitant soigneusement les projecteurs des médias et les sorties nocturnes. Ce caractère discret s'avérait être un atout majeur, car son invisibilité constituait en fin de compte sa plus grande force. C'était un homme qui se donnait tellement de mal pour vivre dans une petite maison modeste, qui se donnait tellement de mal pour ne pas avoir de grosses Cadillac noires étincelantes et tape à l'œil. Il roulait plutôt dans une Oldsmobile grise. Au milieu des années 60, Carlo entrait dans sa soixantaine, vieillissant avec élégance et arborant l'apparence d'un grand-père plutôt que celle d'un parrain impitoyable. Il cultivait soigneusement l'image d'un vieil immigré inoffensif et humble. Mais cette apparence de douceur ne trompait pas ceux qui connaissaient véritablement Carlo, qu'il soit allié ou ennemi. On murmurait que la traîtrise était son deuxième prénom. Carlo Gambino était considéré comme le parrain le plus perfide de tous. Il n'hésitait pas à éliminer même ceux qui l'avaient le plus aidé. À la fin des années 60, la famille criminelle Gambino comptait 25 équipes regroupant environ 800 hommes. Carlo Gambino était sans doute devenu l'homme le plus puissant de tout New York. Imaginez un homme qui n'avait jamais acquis la citoyenneté américaine et qui avait interrompu ses études en Italie, réussir à bâtir un empire criminel colossal, évalué à des millions de dollars. Lors d'une de ses rares soirées en ville, Carlo assista à une représentation de Frank Sinatra. Même si Sinatra était la vedette, c'était Gambino qui bénéficiait d'un traitement royal. Entre les deux spectacles, Sinatra invita Carlo et tout son groupe à se joindre à lui dans sa loge.
Le deuxième spectacle, initialement prévu à 10h, fut repoussé à 10h40, tant Sinatra ne voulait pas chasser le don de son espace. L'engagement de Carlo envers la famille du crime était égalé par sa dévotion à sa seconde famille, celle de la maison. Pour préserver son fils aîné Tommy des dangers de ce milieu violent, Carlo l'envoya étudier au Manhattan College, une initiative rare pour les enfants de parrains de la mafia. Très proche de sa femme Catherine, qui sans poser trop de questions, s'avérait être un précieux atout pour le boss. La chaleur de Catherine parvenait même à adoucir les truands les plus endurcis qui venaient rendre visite à Gambino. Elle leur offrait un café expresso, et elle leur demandait invariablement comment allait leur famille et comment se portaient leurs charmants enfants. Elle les désarmait complètement. Elle les faisait fondre. Catherine aidait Carlo à maintenir l'apparence d'un foyer respectable et décoré. Mais cette simple apparence ne trompait pas les agents fédéraux. Ils savaient que Gambino était le plus grand criminel du pays et gardait sa maison sous surveillance constante. La fin des années 60 marqua le début du déclin de la fortune de Gambino. En 1969, John Gotti, un associé de Gambino, et son frère Gene furent surpris en train de détourner un camion de fret à l'aéroport John F. Kennedy. Bien que cet incident n'ait pas eu d'impact immédiat sur les affaires de la famille, il attira néanmoins une attention indésirable sur le parrain. Un an plus tard, Carlo se retrouva une nouvelle fois sous les projecteurs. Le boss fut inculpé pour avoir orchestré un braquage à main armée, mais Carlo et son avocat réussirent à obtenir des reports successifs. Pourtant, la loi n'était pas la seule source d'inquiétude pour lui. Sa femme Catherine avait été diagnostiquée d'un cancer, et en 1971, elle succomba à la maladie. Les ennuis de Carlo ne s'arrêtaient pas là. Frustré par les retards dans l'affaire du braquage, le gouvernement fit pression pour expulser Gambino en Sicile en tant qu'étranger illégal. À chaque fois qu'il était sur le point d'être renvoyé, les problèmes cardiaques de Carlo s'aggravaient de manière opportune. Lorsque les médecins donnèrent enfin leur feu vert aux autorités fédérales, les contacts de Gambino intervinrent pour sauver la situation. Prêts à procéder à son expulsion, les hommes de Gambino virent soudain leur plan contrecarré par une décision inattendue. Un accord fut conclu avec 2 membres influents du Congrès, qui recevraient $1000 par mois à vie si Gambino était autorisé à rester. Ainsi, Carlo fut finalement autorisé à demeurer sur le sol américain. Cependant, les années avaient fini par le rattraper. À mesure que son cœur s'affaiblissait, il devenait de plus en plus fragile. Le 15 octobre 1976, Carlo est décédé d'une crise cardiaque alors qu'il regardait un match des New York Yankees dans sa maison d'été sur Long Island. Carlo Gambino a dirigé avec succès la famille du crime pendant 20 ans et a légué une dynastie criminelle qui le survivrait de loin, le tout sans avoir passé un seul jour en prison. Ses funérailles furent un véritable spectacle, attirant des personnes en deuil de tout New York et de l'ensemble du pays. Des milliers de personnes se pressaient pour lui rendre hommage, témoignant de la légende qu'il était. Suite au décès du boss Carlo Gambino, des conflits éclatèrent au sein de la famille du crime. Des conflits qu'il avait lui-même contribué à engendrer. Juste avant de rendre son dernier souffle, Carlo avait choisi un successeur. En prenant cette décision, il déclencha une chaîne d'événements qui finit par précipiter la chute de la famille. Les fils de Carlo n'étaient pas envisagés pour la succession, aucun d'entre eux n'occupant une position suffisamment élevée au sein de la famille. Mais, pour Carlo, les liens de sang demeuraient primordiaux, alors il choisit son cousin Germain, qui était aussi son beau-frère, Paul Castellano. Big Polly, comme on l'appelait, se distinguait davantage comme un homme d'affaires que comme un simple gangster de rue. C'était un homme de main, il n'avait tué personne et il n'avait jamais été usurier. Mais Paul était de la famille. Un demi-siècle auparavant, le puissant clan Castellano en Sicile avait aidé Carlo à s'implanter dans le milieu criminel de New York. Maintenant, Carlo avait montré sa gratitude, mais il avait choisi le mauvais homme. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas,
N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos.